Salut, bande de geeks à poil dur, Hello. à poil long ou à pas de poil du tout. Bienvenue à tous. Bisous les gens. Dans Geeking. Bisous les gens. Non, c'est Bisous. pas au revoir. Oui, non, mais T'inquiète bisous, pas, genre c'est pas bonjour. grave, dis, ah, bisous. Mais bisous, bonjour. genre bonjour. J'ai jamais dit bisous pour dire bonjour. À part. Non, c'est pas grave, c'est une histoire avec Bref. un terroriste et des trucs comme ça. Bienvenue dans Geeking 285, le 23 mars 2018. Yep. Petit Geeking ce soir, Petit, car mais... nous sommes au nombre de 2. Ouais, incroyable. Nombre de 2. Incroyable. Merci beaucoup. Cette émission est présentée par des robots complètement nuls. Donc ce soir, des films et des jeux vidéo seulement. Donc, quasi 100%, voilà, à part 100% une films, news. jeux vidéo. Quasi 100% jeux vidéo et films. C'est bizarre, est-ce que ce serait pas les deux thèmes qu'on aime le plus, les films et les jeux vidéo? Je ne sais pas. Bon, je on va ne sais vous pas parler non plus. du coup de plein de ces trucs-là et que de ce qu'on aime. Et c'est ça qui est beau dans Geeking. Bonsoir le chat qui nous regarde en direct. J'ai envie de dire, on va lancer dès le dire. T'es prête? Moi, je suis prête, ouais. Lançons la première partie, première et une seule partie de l'émission. Et comme on avait dit qu'on faisait film et jeux vidéo, on va commencer par parler d'une série. Paf. Comment je vous ai trop eu. On va parler du trailer de Night Flyers. Alors, Qu'est-ce que c'est que ceci? qu'est-ce que c'est-il? Night Flyers, c'est un roman écrit par George R.R. Martin. Vous l'avez peut-être vu dans des... Alors, c'est une petite série indé. L'écrivain est pas sur trop une connu. chaîne hein. pas trop connue. Voilà. L'écrivain, il a écrit un truc adapté, ça s'appelait Game of Thrones. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un petit truc indé. Un petit truc d'heroic fantasy pas hyper connu. Donc voilà, George R.R. Martin, le papa de Game of Thrones, qui avait écrit un bouquin dans les années 80. Et ce bouquin-là, il est en train d'être adapté par la chaîne Sci-Fi, non? Sci-Fi, tout à fait. En série, on a déjà pu voir quelques petites images. Voilà, donc c'est... alors, ça parle de quoi? Alors, en gros, c'est des gens qui vont à la rescousse d'un vaisseau et... ça tourne mal. Ça tourne mal. Forcément. Sans vouloir trop spoil, etc. Ça avait été adapté en film en 1987 par Robert Collector. Je n'ai pas vu le film, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais voilà, le bouquin a été sorti dans les années 80 aux États-Unis et en 82 en France. Ouais. Et voilà, donc c'est un vaisseau spatial qui décide de partir à l'encontre d'un autre vaisseau qui est, je sais pas moi, endommagé, abandonné, qui s'appelle le Volcrine. Et qui est le nom français, du coup. Voilà. Night Flyers en français, c'était traduit Volcrine. Voilà, Volcrine, je sais pas comment on prononce. Voilà. Prononçons-le. Prononçons Night Flyers. Hein, c'est plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc, du coup, George R.R. Martin, il est juste aux commandes du scénario, parce que je crois qu'il est sous contrat exclusif avec HBO, donc je pense qu'il a dû juste donner les droits. Et je sais pas s'il fait partie du projet, j'ai pas trouvé d'article. Même pas en tant que producteur, scénariste, pas forcément. Non, par contre, il produit une autre série. Avec qui est vachement orienté pas les nanas dominent le monde, etc., mais c'est vachement orienté je crois que c'est dans un monde où il n'y a que des femmes, ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai vu passer une news comme ça où il était aux commandes et qui produisait une série bien spécifique, et ce coup-ci avec HBO. D'accord. Donc voilà. Enfin, en tout cas, j'ai regardé là ce trailer de Night Flyer, ça a l'air plutôt cool. Ouais, ça fait un petit côté alien, surtout cette là. Visuellement, on n'a pas le petit lézard, le petit ver qui va lui sortir du cul. Il manque que ça, ouais. C'est pas John Hurt, mais visuellement, on a un peu ce côté genre futur vieilli, là, futur usé, comme on a dans les premiers Star Wars, dans Alien, tous ces genres de films. Ouais. Ça a l'air plutôt sympa. Déjà, je trouve que ça se voit beaucoup sur cette image-là, par exemple. Bon, par contre, ce qui est très emmerdant, c'est que dès la fin de la saison 1, le showrunner est parti. Pour des différents créatifs. Vous savez, les choses, quand on dit que les gens, on peut pas les supporter et que c'est des gros fils de pute. Ben voilà. Non, par contre, là ça pue déjà, quoi. Mais bon. Voyons, on verra bien. En tout cas, voilà, ça c'est tout pour la série. On va commencer directement avec le premier sujet de la soirée. Paf. On va parler de Annihilation. On reste dans la science-fiction. Ouais, exactement. Sauf que là, on n'est pas dans l'espace. Ou du moins, peut-être pas. Vous avez bien aimé ce genre de transition, c'est tout nouveau, je viens de le sortir. On va parler de Annihilation, un film Netflix sorti le 12 mars, avec comme tête d'affiche Nathalie Portman. On a aussi d'autres acteurs, notamment Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac. Donc surtout actrice, puisqu'on a un gros cast féminin dans ce film. Là, tu parlais de... Regardez l'affiche. Regardez l'affiche. Tessa Thompson qu'on peut voir, est-ce que c'est... Oui, c'est bien elle devant là. Ouais.
Tessa Thompson, on l'a vu dans Thor Ragnarok, c'est elle qui faisait Valkyrie. Ouais, elle était aussi dans le truc avec les robots de HBO aussi, Westworld. Oui, elle est aussi dans Westworld. Alors en gros, Annihilation, de quoi ça parle ? On a Nathalie Portman qui fait une scientifique biologiste qui s'appelle Lena. Ouais. Pas du tout les politiciens, rien à voir. Non, pas du tout. Dont le mari militaire a été envoyé une mission assez mystérieuse, il n'a rien pu lui dire du tout dessus. Ouais. Ça fait 1 an qu'elle n'a plus aucune nouvelle, et il revient un peu... Différent, ouais. Il n'est pas pareil. Très étrange, il parle pas, et du coup elle comprend pas trop ce qui se passe. Et il a l'air malade, il est genre blessé et tout, donc elle appelle l'ambulance, et dans l'ambulance, des gens arrivent, les attrapent et les emmènent sur une espèce de base secrète. Et en fait, cette base secrète, elle est là pour étudier une zone. Un phénomène un peu étrange. Voilà, une zone, c'est en bord de mer. Ouais. Et ça inclut une grosse partie d'une forêt où il se passe des choses étranges et où dont personne n'est jamais revenu. Donc elle va aller avec 4 autres scientifiques explorer la zone, savoir ce qui se passe et comprendre pourquoi son mari est revenu si étrange de cette zone. Parce que son mari est la seule personne qui est revenue vivant de la zone. Donc c'est important d'y aller. On vous en dit pas plus là, sur le scénar. On vous résume le premier quart d'heure du film, l'exposition. Mais alors, comment parler d'Annihilation ? Non, en fait, encore une fois, il y a pour moi, c'est un film hyper intéressant parce que ça mêle plusieurs éléments, plusieurs petites références comme ça. Cette espèce de thématique du personnage qui revient après X années et qui est pas le même. C'est quelque chose que tu peux retrouver dans les X-Files, dans ce genre d'univers un peu fantastique. Je trouve que le scénario est hyper bien amené, c'est crédible, tu t'attends vraiment à ce qui va se passer après. Et ce qui est con, je trouve, c'est que le film finit exactement comme tu l'avais prévu qu'il allait finir. À aucun moment... T'es sur un petit train, très confortable, je peux dire, hein, avec des sièges molletonnés, avec j'essaie de voir où tu veux en venir. Il fait un peu chaud, etc. Et que t'arrives à la fin du film, tu te dis, bon bah finalement c'est là que je savais très bien qu'on est allé là, et on y est allé. C'est pas des surprises à la SNCF où finalement t'arrives jamais en gare. C'est ça. C'est pas le retard de 12 heures de train. Non, voilà, t'es un peu là-dedans en fait. C'est ça que je pense que ça va être le seul reproche. Enfin, j'ai 2 reproches. C'est ça, à mon avis, la fin qui est un peu trop fastoche. Et c'est dommage parce que quand tu as autant de... comment dire, s'autoriser la science-fiction et ce monde un petit peu fantastique de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, etc., ça permet d'avoir énormément de choses au niveau créatif et au niveau visuel, et c'est exploité dans le film. Ah, visuellement, il est ouf. Visuellement, il y a de très belles choses. Beau. Visuellement, il propose quand même... Moi, je trouve... C'est créatif, mais c'est pas forcément beau. Enfin, il y a des moments, les paysages sont un peu dégueulasses. Il y a des plans qui sont vraiment beaux. Est-ce que... Oui, les plans de nature morte, etc. Ça, c'est très beau. Il y a des plans dans ce film qui sont assez ouf. En fait, c'est très réussi, la façon dont tu as représenté la végétation et la flore et la faune à l'intérieur du dôme, c'est vraiment bien réussi. Par contre, sur des plans qui sont plus comme ça, qui sont plus des plans d'ensemble, des plans de paysage, etc., c'est parfois franchement dégueulasse. Mais ça n'est que mon avis. Moi, j'ai pas trouvé. Ça, c'est vraiment genre... moi, j'ai trouvé ça... c'est pas... j'ai pas trouvé ça hyper joli. Par contre... Et je pense que c'est là qu'il aurait pu être intéressant. On aurait pu être un peu plus créatif sur le dénouement en fait, de l'histoire. Mais moi, le problème, c'est que c'est un film, je pense, on va le regarder, soit on va rester complètement à côté et rien comprendre et du coup dire « Ah, j'ai pas aimé ». Ouais, ça, t'as été dedans. Soit on est à fond jusqu'au bout et on se dit « Ah, c'est hyper… » Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est un film qui a une conclusion assez étrange et où du coup, c'est vachement ouvert à l'interprétation. Ouais, c'est ça. On peut pas spoiler évidemment parce que vous aimez pas le spoil, mais il n'y a pas de fin franche et de réponse nette. C'est ça en fait, il n'y a pas de réponse au pourquoi de ce dôme et tout ça en fait. Donc c'est assez difficile d'en parler sans aller dans l'explication exacte de ce qui se passe. Parlons pour le reste, tout ce qui va être par contre le jeu des acteurs, la façon dont les actrices jouent entre elles, et je trouve qu'encore une fois, c'est ça qui... J'ai pas trouvé les personnages ouf moi.
personnellement. Ah ouais? Non, je trouvais qu'elles étaient assez stéréotypées. Tu vois, le groupe des 5 femmes du coup qui rentrent à l'intérieur du dôme, entre guillemets. Je trouve qu'elles avaient tous un genre de profil un peu différent avec chacun leurs enjeux, leur personnalité. Ouais, mais je trouve ça un peu stéréotypé quoi. Il y a celle qui est un peu genre badass, un peu guerrière machin. Il y a d'autres qui est vraiment genre un peu nerd avec ses lunettes, celle qui est jouée par Tessa Thompson. C'est vraiment celle qui est un peu nerd, un peu timide machin. Il y a la chef de l'expédition, celle qui est jouée par Jennifer Lee. Elle est un peu genre comme c'est la chef, on sait qu'elle en sait plus que les autres et du coup elle fait un peu mystérieuse et tout. J'ai pas trouvé ça j'ai trouvé ça assez cloisonné quoi dans les personnages. Le développement est assez sympa, mais moi c'est des personnages que j'ai pas trouvé ouf. Nathalie Portman, son personnage est bien, mais les autres autour il y a pas trop à manger quoi. C'est pas tant au niveau du scénario où tu dis qu'on est dans un petit train-train où c'est assez prévisible. Moi c'est pas vraiment ça qui m'a dérangé, c'est plutôt les personnages. Mais après je trouve qu'il y a quand même des trucs vachement intéressants. Il y a une scène qui est très 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 sympa, celle avec l'animal qui vient et ça mêle des voix vachement bizarres. Il y a un travail du son qui est assez ouf. C'est bien fait. Je vous conseille vraiment de regarder parce que pour moi, il y a de bonnes idées dedans. C'est un bon petit film série B avec non prise de tête quoi. C'est-à-dire Enfin, non, prise de tête. Prise de tête quand même. Non, mais c'est un bon petit truc à regarder quand on n'a pas le thé, genre d'après-midi ou un truc comme ça. C'est un bon film, c'est pas... Moi, je dirais quand même, il faut se poser tranquillement. C'est un truc d'ambiance. C'est pas un truc que tu vas regarder genre viteuf, d'après-midi comme ça. Enfin, faut se poser, je trouve qu'il faut suivre quand même un peu... Ok. On n'a vraiment pas eu la même expérience du film. Voilà. Comme quoi, quand je vous disais que c'était difficile d'en parler, c'est hyper subjectif la manière dont on réagit au film. Ouais. Non mais franchement, je trouve qu'il faut rester concentré devant et surtout à la fin, qu'est-ce qui se passe, ok machin. Enfin, c'est pas trop un film qu'on peut regarder en mode chill tranquille quoi. On va en parler d'autres films plus tard dans l'émission. Là par contre c'est du gros chill tranquille. Je pourrais pas t'aider ce que je Mais en tout cas je le conseille parce qu'il est hyper intéressant. Il y a un gros sous-texte sur pourquoi s'engager et sur le côté genre les mauvaises pensées qu'on peut avoir, le suicide, la dépression, tout ce genre de choses. T'as pas trouvé, toi ? Tous les mais en fait, tous ces personnages, ils y vont dans cette zone en sachant que ça se trouve, elles vont pas revenir. Pour moi, c'était vachement plus onirique que ça, quoi. C'était beaucoup plus genre... Moi, j'ai trouvé très psychologique là-dessus, quoi. Sur le pourquoi je m'engage en sachant que peut-être je vais pas revenir, sur l'autodestruction, ce genre de choses, en fait. Ah ouais, d'accord. Ah, pas du tout le même avis. Ah ouais, parce que moi, du coup, le début du film, en fait, on va vous parler énormément des cellules, etc., de la vie qui se multiplie et compagnie. Et en fait, moi, c'est peut-être ma pensée qui est un peu comme ça, mais j'ai un peu pensé le truc comme ça, c'est-à-dire faut voir un peu le film comme ça, c'est des êtres qui se multiplient ou non, la vie, tout ça. Cette explication de la vie avec la cellule qui se sépare en 2, puis 4, puis 8, et je trouvais que du coup c'était une explication vachement terre à terre et scientifique, tu vois, de ce que c'est la vie, pas du tout onirique du coup. Et du coup, il y a ce côté genre hyper terre à terre, qu'est-ce que c'est la vie ? Et du coup, du point de vue humain, à quoi ça sert ma vie ? À quoi je sers, tu vois ? Est-ce qu'on serait pas en train de faire un épisode de box-office ? Si. D'accord. Alors, en exclusivité pour ce 4e box-office. Ouais, bon, écoutez... Mais regardez-le, vous voyez, franchement, les avis sont hyper différents sur ce film, et vraiment, moi, je le conseille parce que chacun a sa propre expérience du truc, et la preuve qu'on le vit pas du tout pareil. Donc, faites-vous votre avis et vous savez quoi, postez-nous dans les commentaires ce que c'est un film, du coup, on l'avait pas dit, du réalisateur Alex Garland, qui avait réalisé Ex Machina, un film sur genre que je n'ai pas vu, mais je sais que c'est un film sur l'intelligence artificielle. Il y avait déjà Oscar Isaac dedans, et Alicia Vikander. Je dis ça pour plus tard. Et apparemment, je l'ai pas vu, mais il est sur ma liste de films à voir depuis X temps, sur l'intelligence artificielle et ce genre de trucs. Donc la science-fiction et ce genre de questions, c'est un thème récurrent dans ces films. Donc voilà. Si vous avez vu Ex Machina, sans doute que Annihilation va vous plaire. Annihilation, Netflix. Deuxième sujet, je vais vous parler de Surviving Mars. Ah, on passe au jeu vidéo. Un petit jeu de gestion, un petit jeu vidéo. Oh, c'est beau. C'est développé par Amimont Games et c'est édité par Paradox Interactive. Alors, Amimont Games, ils sont pas hyper connus, ils ont fait Tropico 3, 4 et 5. Ok, je connais pas. Les fans de jeux de gestion vraiment là-dedans, ils vont peut-être connaître. Mais pour l'éditeur, donc Paradox, c'est ceux qui font City Skyline, déjà un autre jeu de gestion. Europa Universalis, un autre jeu de gestion. Et beaucoup de gestion apparemment. Un jeu de stratégie, jeu de gestion en temps réel. Tout ça pour vous dire quoi ? Surviving Mars. Surviving Mars. Comme le montre la petite photo, vous allez aller à
Melun. Je vous ai eu. C'était pas à Mars. Non. On va sur la planète rouge pour développer une colonie. Et c'est fait de façon plutôt intelligente puisque lorsque vous arrivez sur place, vous n'avez pas grand-chose. Rien n'est construit sur Mars. Alors, votre petite fusée descend. Mais si, il y a des trucs qui sont construits. Il y a Matt Damon qui a construit des trucs et planté des patates. Matt Damon, il plante des patates, mais on le laisse dans son coin, il est tranquille. Non, par contre, ce qui se passe, c'est que vous avez des petits drones qui sortent, vous avez des petits rovers, des petits véhicules, et en fait, vous allez faire ils ont amené un petit peu de tambouille de la planète Terre, donc ils ont, je sais pas moi, ils vont avoir des composants électroniques, etc. Et ils vont commencer à faire une petite base, ces petits rovers. Préparer leurs petits panneaux solaires, à préparer un petit appareil qui est capable de faire de l'eau, de faire de l'oxygène, etc. Et une fois que vous avez réussi à faire ça, vous faites pousser du sol des petits dômes qui vont vous permettre d'accueillir des gens à l'intérieur. Et du coup, on contrôle les petits robots qui construisent des trucs. Exactement. D'accord. Donc là, là, tu vois par exemple le petit dôme et puis juste à côté, les petits dômes qui permettent de faire le grand dôme où il y a des colons à l'intérieur, donc des humains qu'on a réussi à faire venir, etc. Et à côté, les bâtiments de production qui permettent de faire tout ça. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce jeu de gestion et qu'est-ce qui est un petit peu à part ? Dans la plupart des jeux de gestion, je vais prendre l'exemple de Anno, par exemple, les Anno 1407 ou 1404. C'est ces jeux de gestion-là où tu mets une petite ferme, tu mets un petit truc et puis ça te donne un petit peu de poissons. Tu sais que tu vas avoir tant de poissons pour tant de population. Dès que tu auras plus de population, il faut que tu prévois ton poisson, etc. C'est un petit peu un jeu de gestion, entre guillemets, à l'ancienne. À l'ancienne, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que si, par malheur, tu te plantes sur la façon dont tu produis tes ressources, tes mecs à l'intérieur de Mars, ils sont morts. Ils sont morts, ok. Je veux dire, tu vas pas forcément avoir de petits filets de survie qui va te dire attention, tu as le moyen de faire parvenir hyper rapidement des ressources, etc. Donc au niveau gestion des ressources, c'est compliqué. Au niveau de la gestion des ressources, et plus ça va dans le temps aussi, c'est-à-dire que tu as des humains qui sont présents sur les colonies que vous fondez sur Mars, et ces humains-là, ils ont des besoins. Donc c'est pas, l'aspect jeu de gestion où tu as des besoins simples dans les jeux de gestion, il n'est pas présent. Ça va être plus des besoins complexes, parce que chaque colon va avoir sa spécialité, il va avoir ses besoins, il va avoir ses talents particuliers, etc. Donc, il faut faire du management global de sa base et de ses ressources, etc. Mais il faut aussi faire du micromanagement pour faire en sorte que le géologue, il se trouve sur la petite mine de fer qui va pouvoir permettre d'avoir un peu plus de fer pour la ça a l'air complexe, etc. Un peu. Honnêtement, c'est simple d'accès au début, les premiers temps, les premiers instants, ils sont plutôt simples quand tu n'as que les rovers, etc. À partir du moment où tu fais, que les rovers et que les drones, à partir du moment où tu ramènes des gens, ça devient de plus en plus compliqué. Sachant que, aussi, sur Mars, si vous augmentez le niveau de difficulté, vous avez des catastrophes naturelles qui vont se présenter, donc des tempêtes de sable, des météores qui vont vous tomber sur la gueule, etc., Forcément. qui peuvent vous niquer votre arrivée de ressources et compagnie. Franchement, j'aime bien. J'ai adoré ce jeu. Je le trouve encore une fois, il est simple d'accès une fois que vous l'avez dans les mains pour la première fois, et il est un peu plus dur avec le temps. Si on n'est pas habitué aux jeux de gestion, est-ce que c'est facile pour commencer ? Non, je suis pas sûr. Non, il vaut mieux aller chercher Après, tu as une partie démarrage rapide qui te permet d'avoir un départ beaucoup plus simplifié. D'accord. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment, une difficulté qui est variable, quoi. Vous pouvez vraiment personnaliser ce que vous voulez. Si vous voulez pas vraiment vous faire chier, que vous voulez juste faire des bases comme ça, à mon avis, il y a moyen de s'amuser plutôt simplement. Mais au niveau de sa gestion, ça m'a fait un petit peu penser à Factorio. Comme vous pouvez le voir là, on n'est pas sur quelques bâtiments de production, quoi. Si vous voulez avoir de l'énergie lorsque vous avez 1 ou 2 dômes, des panneaux solaires, il faut en faire 50, quoi. Et les cartes sont vraiment gigantesques. Ça vous permet d'avoir des sacrées bases et de remplir pratiquement la totalité de la planète Mars. Alors dans le chat, on a Ubi qui demande par rapport à Rimworld, un autre jeu de gestion. Rien à voir. Rien à voir. Pour moi, Rimworld, par exemple, ça va beaucoup plus être de... Pour moi, Rimworld, la complexité de ce genre de jeu, c'est la multiplication des ressources. Dans Rimworld, vous en avez 50-60 des ressources. C'est pas du tout le cas de Surviving Mars. Surviving Mars, vous avez une dizaine de ressources au possible, au maximum. Surviving Mars, c'est plutôt, pour moi, la gestion du temps que la gestion de ces personnages. C'est-à-dire que vous avez des étapes, il faut toujours essayer de faire en sorte de suivre la production
avec l'arrivée des colons. Parce qu'en plus, une fois que les colons sont sur Mars et compagnie, ils vont faire des enfants. Du coup, la population va augmenter avec le temps. Et il faut être capable de suivre ça, en fait. D'accord. C'est très organique dans la façon dont ça fonctionne. Bref, je vais pas vous parler de ça pendant 50 ans. C'est un jeu qui est sur PC, Mac et Linux. Okay. Ça vaut 40 € pour le jeu de base. Ah ouais, quand même. Mais bon, c'est le prix d'un jeu, quoi. Honnêtement, ça va. C'est correct. Ça, c'est vraiment que le jeu de base, dispo sur Steam. Et si vous voulez le jeu plus le DLC, je crois que ça donnera lieu à 2 extensions. C'est 80 € pour l'instant. À la limite, moi, je vous dis, jeu de base, et puis vous essayez de trouver le DLC pas trop cher. Avec une site de clés, etc., vous pouvez vous faire un truc à 30 ou 45 balles plutôt facilement. Voilà. C'est mon jeu c'est un de mes jeux du mois, et j'aime beaucoup, tout simplement. Sinon, tu vas nous parler d'un autre film. Oui. Ah mais attends, tu nous parles d'un jeu vidéo ou d'un film Tomb Raider? Qu'est-ce que c'est? Tomb Raider. Est-ce que je ne comprends pas? Non. Alors même s'il y a la suite des jeux qui ont été annoncés avec Shadow of the Tomb Raider, là je vais vous parler du film du coup qui était annoncé depuis pas mal de temps, qui était très attendu, une des grosses sorties là, de cet hiver. Je parlais tout à l'heure d'Alicia Vikander, je l'ai citée exprès parce que c'est elle qui reprend le rôle de Lara Croft. La voici qui court. Voilà Alicia Vikander qui court vigoureusement. Alors, j'ai lu plein de bêtises dans les médias. Ce n'est pas genre plus ou moins une suite ou quoi que ce soit des films sortis il y a 15 ans avec Angelina Jolie. Les gens disaient que c'était un nouveau film de la saga, comme si c'était dans le même univers. On est sur un gros reboot. Ça n'a plus rien à voir, ni au niveau du traitement des personnages, ni au niveau du scénario. Enfin, vraiment. Oublions ces films avec Angelina Jolie. J'ai revu le premier pour vous dire à quel point j'essaie de me mettre dans ce sujet. Genre, non. Tomb Raider. Donc là, c'est réalisé par Roar Uthaug. U-T-H-A-U-G. Enfin, je ne sais pas prononcer ce nom, je suis vraiment désolée. Roar Uthaug. De rien. Donc, on retrouve Lara Croft, elle a une vingtaine d'années. Ouais. Son père a disparu depuis 7 ans, il est présumé mort. Là, on la voit qui retrouve une petite vidéo de son père. Dans un beau caméscope. Elle refuse l'idée de sa mort, elle refuse l'héritage, du coup, elle refuse de signer le papier qui fait qu'elle gagne l'argent de l'héritage de son père et tout. Du coup, on la retrouve un peu à la rue, elle vit pas au manoir Croft. Elle est livreuse Deliveroo, Uber Eats, tout ce que vous voulez pour gagner sa croûte. D'accord. Elle passe beaucoup de temps à la salle de boxe, donc en fait... c'est pour ça qu'elle est toute musclée. C'est pour ça qu'elle est très musclée. Alors, faut savoir, Alicia Vikander a suivi un régime spécial pour s'entraîner pour le film. Elle a pris 10 kilos de muscle. Enfin, voilà. L'actrice s'est donnée à fond dans le rôle et ça fait plaisir. Et du coup, on a cette introduction du personnage. C'est une meuf qui se démerde par elle-même et qui est badass. Le film est présenté là-dessus. Et du coup, son père a disparu. Elle trouve du coup ses notes sur ses recherches qu'il faisait avant de disparaître. Et ça va la mener vers une île qui s'appelle Yokatai. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu le film au moment où il est sorti, j'ai pas noté le nom. Je crois que c'est Yokatai que ça s'appelle. Il enquêtait sur une espèce de déesse japonaise, une reine du soleil japonaise qui avait apparemment des pouvoirs magiques. Elle est présentée comme étant une sorcière maléfique qui contrôlait les gens et tout, quelque chose de très bizarre. Et elle va aller sur cette île pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à son père. Elle croise du coup la route d'un personnage joué par Walton Goggins, là vous l'avez vu, qui travaillait avec son père et qui est apparemment méchant. Ah là là, qu'est-ce qui est arrivé à son père à cause de ce personnage? C'est hyper manichéen. Et alors là par contre, grosse déception sur le scénario. Autant au niveau des scènes d'action et tout, le film est très bien foutu. On retrouve la Lara qu'on aurait envie de la voir bien badass, qui sait se battre, qui a besoin de personne. Elle a pas de sidekick. Elle a un sidekick, mais on ne le voit pas beaucoup dans le film. C'est ce personnage-là... Appelons-le Martin. Appelons-le Martin. Alors, les noms ce soir, c'est une catastrophe. Vraiment désolée. C'est pas bien grave. Mais elle a pas besoin de lui, en fait. Lui, il se fait capturer. Elle est toute seule dans la brousse. Elle démonte les gars s'il faut. Elle leur fait une prise, machin. Elle sait se battre. Ah ouais, non, mais je vous déboulonne. Ah ouais, non, vraiment, quand elle se bat, elle déconne zéro. Elle a même pas de flingue ni rien. Elle trouve même pas l'arc au début. Au début, elle est rien. Littéralement, comme on est droppé au début du jeu et qu'on n'a pas d'armes. C'est Lou Ren. Lou Ren, interprété par Daniel Wu. C'est ça, Lou Ren.
qu'on voit un petit peu, mais qui est plutôt là pour la mener d'un point A à un point B. Au niveau des scènes d'action et tout ça, du coup, c'est cool. On retrouve quasi plan par plan. Alors, c'est vrai que j'avais vu, au moment où les trailers étaient sortis, il y avait des vidéos rigolotes qui comparaient le jeu au film. Plan par plan, on a les scènes d'action du jeu. On a la scène, du coup, du bateau quand il s'échoue sur l'île. On a la scène où elle tombe dans une cascade, dans une rivière. Enfin... Elle tombe dans une rivière, elle est sur le point de tomber sur une cascade, elle s'accroche à un avion qui est lui-même en train de se détacher et tout. Il manque que les boutons du QTE qui s'affichent à l'écran pour qu'on fasse X et qu'elle puisse se relever. Parce que du coup, c'est ce que j'avais lu sur internet, que le film ressemblait à la dernière série de jeux qui était sortie. C'est ça, on est exactement sur l'adaptation des jeux de Square Enix. Le premier est sorti en 2013. Très bon d'ailleurs. Enfin, le premier était vraiment très bon jeu. Le deuxième, j'ai pas joué. Le second, il était sorti en 2016, c'était Rise of the Tomb Raider. Ouais. On est au niveau des scènes d'action, ça reprend quasi plan par plan ça, et du coup, c'est vrai que quand on a joué au jeu, ça doit être kiffant de le voir sur grand écran. Quand on n'a pas du tout joué au jeu, on découvre ça et c'est assez ouf, quoi. Donc c'est assez chouette. Par contre, c'est au niveau du scénar. Comme je l'ai dit, c'est hyper manichéen. Il y a ce personnage, oh là là, il est mystérieux, il est méchant, il a sûrement fait quelque chose à son père. On dirait un film d'aventure des années 70-80. Ça fait presque trop, en fait. Ouais. C'est assez vide. Niveau scénario, c'est assez vide. Et alors, méchant tuer papa, moi taper méchant. C'est à peu près ça. Bravo. Tu as débloqué le success team de l'écriture de scénario. Merci. C'est hyper manichéen et par contre, au niveau du scénario, ils ne reprennent pas du tout le jeu. Si vous avez joué au jeu, ils se sont vachement différenciés. Au niveau adaptation, ils ont enlevé beaucoup de personnages parce qu'il y en avait trop à présenter et que 10 heures de jeu et 2 heures de film, forcément, ça colle pas. On peut pas faire pareil. Mais au niveau de la... Je développerai pas plus pour éviter les spoils, mais au niveau de cette reine japonaise, il trouve de tombeau et tout, ça s'appelle Tomb Raider, c'est pas pour rien, il trouve son tombeau et tout ça, mais tout l'acte final du jeu n'est pas du tout dans le film et c'est assez chiant. D'accord. J'ai très envie de spoiler, je ne le ferai pas. Si l'allemand il est méchant. Si le méchant. Ah, il n'est pas allemand le méchant. Ah mince. Il est pas méchant, il est pas nazi. C'est quoi ce scénario mal ficelé? Ça fait très hommage au Indiana Jones et tout ça, mais le méchant n'est pas nazi. Mais grosse déception, moi je trouve, sur le scénario. En même temps, on va dire, mais c'est qu'un film d'aventure, on s'en fiche des scénarios. Mais c'est chiant quand même de voir. Je ne me contente plus d'un film pour ses belles images. Moi, j'ai envie qu'il me raconte quelque chose. J'ai envie. Alors, au niveau du personnage de Lara, le personnage de Lara est très très bien écrit. Mais le problème, c'est qu'elle est très bien écrite, elle est très bien interprétée par Alicia Vikander, et autour de ça, c'est vide. C'est ça le problème, en fait. Même au niveau des plans, on est quand même sur une île à moitié déserte. Ils ont quand même appelé le film Tomb Raider et pas Lara Croft. C'est ça. C'est Tomb Raider, c'est pas Lara Croft. Donc le personnage de Lara Croft est très bien, mais autour... c'est quand même une aventure. Mais il y a l'impression qu'il n'y a pas de lore, qu'il n'y a pas de background, quoi. Donc c'est assez vide, c'est hyper... on a des trucs, genre des trucs, on dirait, quand je dis qu'on dirait vraiment du Indiana Jones, mais en moins bien, on a des trucs, des énigmes où il marche sur une dalle et il y a des pics qui sortent, des trucs comme ça. Donc ça fait les codes du film d'aventure. On est sur de gros codes bien ficelés, bien gras du film d'aventure, et c'est vrai qu'on s'y attend, mais du coup il y a rien derrière, quoi. D'accord. C'est assez prévisible et on kiffe pour le personnage de Lara parce qu'elle est bien, mais autour on s'emmerde un peu. Je pense qu'on a compris. Et après, par contre, au niveau écriture, personnage féministe, c'est cool parce que il y a pas de love interest à la con. Elle ne sert pas des mecs qui la reluquent, machin et tout, parce que du coup j'ai revu le premier et elle sert à ça, Angelina Jolie. Les gars, ils la reluquent dans tous les coins. Faut dire qu'avec sa combinaison moulante, il y a que ça à regarder. Je sais pas de quoi tu parles. Mais là, par contre, le personnage d'Alicia Vikander, c'est vraiment pas ça. On s'attarde pas du tout là-dessus. Elle est juste badass, elle sait se battre et elle a un bon développement. Pour le coup, moi je me rappelle les Tomb Raider, elle faisait quand même un peu badass, Angelina Jolie. Elle était badass, mais c'était le badass. Qui est à Angelina. C'était le badass, mais genre uniquement, regardez comment elle est sexy et badass. Tu vois l'idée? Oui, là, elle est juste badass. C'est un autre style. C'est un autre style, mais voilà, là, on voit qu'en 15 ans, on a évolué. 2000. Voilà. Ouais. On voit qu'en 15 ans, on a évolué dans l'écriture de personnages, et ça fait plaisir. Et normalement, il va être reconduit pour une suite, parce que les critiques étaient assez mitigées dans l'ensemble, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de suite, parce que vu la fin, il y a du petit cliffhanger, machin, je pense qu'il y aura une suite, clairement. Okay. Non, elle n'a pas ses doubles flingues dans le film, aussi. Donc au niveau du personnage, on déconstruit. Je peux pas péter le mug parce que ça foutrait le bordel. Voilà, on est exactement sur le personnage du jeu. Elle a juste son arc et son piolet là.
Elle n'a pas les doubles fais la blague flingues. de tous les gros relous. Et est-ce qu'elle a les seins pointus Non. Quoi? Ah mais j'ai vu des gens dire ouais mais Alicia Vikander elle a pas assez de seins pour le rôle. Non, on est en 2018 les gens calmez-vous. On rentre pas dans ces polémiques. Mais voilà, le film était globalement moyen, mais le personnage était cool, les personnages étaient bien interprétés, c'est juste qu'au niveau du scénario, au niveau de la réal aussi, on est sur une île déserte où genre tu pourrais t'attendre à des lumières magnifiques, à des plans larges, machin, mais c'était pas ouf quoi. Même le tombeau, une fois qu'on est dedans, il n'y a pas de super plan en contre-plongée où c'est magnifique et tout. Donc c'est vraiment le film. C'est le film d'aventure plan comme on en a déjà vu plein. C'est juste cool parce que il y a Lara Croft et il y a Alicia Vikander, elle est bien dans le rôle, mais à part ça, on a déjà vu ça 15 fois quoi. Mais bon. D'accord. Voilà. Tomb Raider, donc du coup, sorti en salle mercredi dernier. Ouais, il est sorti le 14 mars, il est toujours en salle près de chez vous. Allez-y, jetez un coup d'œil. Là par contre, c'est vraiment le film, un après-midi, on sait pas quoi faire. On va voir Tomb Raider au cinéma. C'est de popcorn par excellence. Ça roule. Je vais continuer à parler de jeux vidéo parce que j'aime ça. Putain, j'ai mis beaucoup trop de captures d'écran. Je crois que je vais faire péter le Raspberry Pi de la régie. Je vais vous parler de Warhammer Vermintide 2, un jeu vidéo qui est bien sympathique. C'est un jeu uniquement sur PC. Alors comme vous imaginez, quand je vous dis Vermintide 2, c'est qu'il y en a eu un premier. Ouh, habile. C'est pas un jeu... Alors j'en avais entendu parler, mais j'ai complètement zappé la sortie de ce jeu-là. Warhammer Vermintide, pour vous expliquer le principe assez rapidement, ça fait partie d'une série de jeux d'un type de jeu qu'on voit pas souvent. C'est le type de jeu à la Left 4 Dead. Je sais pas si vous avez connu ce jeu-là, parce que c'est le plus beau représentant de ce type de jeu. C'est-à-dire que vous démarrez, vous avez un personnage, vous l'incarnez à la première personne, donc voilà, vous voyez les mains de votre personnage, etc. Et votre but du jeu, c'est d'aller d'un point A à un point B, dans des cartes qui se ressemblent toutes, c'est-à-dire que vous avez 5 ou 6 cartes, c'est toujours les mêmes cartes, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Sauf que les événements qui vont se passer entre ce point A et ce point B vont toujours être un petit peu différents à chaque fois. Ok, c'est comme la vie réelle en fait. On va d'un point A à un point B et on ne sait jamais ce qui nous arrive. Le collège en moins. C'est comme la vie, comme la vie réelle. Et qu'est-ce qui se passe en fait entre ce point A et ce point B? Vous allez vous manger des ennemis dans la gueule. Alors par moment, ça va être comme sur cette capture, des hordes de zombies du chaos de la mort qui vont vous foncer dessus, ils vont être 40 ou 30 à vous sauter dessus en même temps. Ok. Sachant que, j'ai oublié de préciser, c'est un jeu que vous jouez en coop. Merci pour les subs. Oh, merci pour le sub. C'est un jeu que vous jouez en coop, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec vos petits amis sur Internet, des bots si vous n'avez pas envie de jouer avec des amis sur Internet. Donc c'est un jeu d'équipe, quoi. Il faut essayer de se coordonner, il faut essayer de bien jouer ensemble. Vous avez des capacités qui vont être... Il y a un mec qui va plus jouer le tank, un type qui va plus contrôler les foules, un autre qui va faire des dégâts de zone, un autre qui va être plus sur des dégâts, mais sur un seul personnage à la fois. Donc c'est assez tactique comme truc. Mais comme vous pouvez le voir, vous avez soit des grandes hordes de zombies qui vous arrivent sur votre gueule et qui vous défoncent la gueule, soit un espèce de gros rat mutant de la mort qui vous tombe dessus. Alors s'il y a des fans de l'univers Warhammer, encore une fois, moi je connais Warhammer 40 000, mais Warhammer Battle, enfin normal, je connais pas trop. Par contre, les ennemis que vous allez affronter, en fait, c'est les ennemis du chaos et les Skaven, ces saloperies d'hommes rats que vous pouvez voir ici. Et c'est des vicieux, ces petits salopards. On a Minotaur qui nous dit ce jeu c'est le métro parisien, des events aléatoires, des gens qui veulent votre mort et plein de rats, mais dans un univers glauque. C'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Il faut rajouter de la finesse en plus parce que là, comme vous pouvez le voir dans les captures d'écran, on est sur quelque chose qui est quand même de l'ordre de la précision, de l'ordre du champêtre. Non, je rigole. C'est un gros jeu de bourrin. La musique est très bien foutue. Ouais. Très bien foutue. On peut jouer en coop. On peut jouer en coop, oui, comme je disais, à 4 joueurs, pardon. 4 joueurs dans le groupe, avec des classes différentes, sachant que voilà, vous avez 5 héros différents, et chacun de ces héros a 3 classes que vous allez débloquer au fur et à mesure, parce qu'en fait, en allant sur un héros, vous allez monter en niveau. Ce héros-là, arrivé au niveau 12, il se débloque ces 3 classes. Et ces 3 classes-là sont un peu différentes. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, je vous donne un exemple d'une archère avec 2 dagues. Elle va passer à une arme à 2 mains. Enfin bref, voilà. Vous allez avoir plein de différences sur ces personnages-là. Ouais. On les a, les personnages, là. Ouais. Sachant que, du coup, chacun de ces personnages, vous avez une archère, vous avez un nain, mais ça peut être aussi un tank si vous le mettez différemment. Vous avez un espèce de chevalier inquisiteur, mais ça peut être aussi un type avec une grande bardiche ou une hallebarde. Un chasseur de primes, l'espèce de type avec un flingue. Ou alors une sorcière.
Donc c'est assez intéressant la façon dont on peut le jouer. Puis en plus de ça, non seulement vous avez ces personnages-là et avec ces 3 classes, mais vous avez 3 talents que vous pouvez modifier et choisir, un peu comme si vous connaissez l'arbre de talent de World of Warcraft, c'est à peu près le même avec ces trois sélections sur des mêmes lignes. Et en plus de ça, vous avez de l'équipement. C'est-à-dire que votre personnage, vous pouvez l'équiper, vous pouvez lui mettre des choses, des objets pour qu'il fasse tel ou tel rôle, etc. Donc, ok, donc même si les maps sont les mêmes, comme il y a plein de persos et plein de classes et plein d'équipements différents, ça se ressemble pas les parties. Et une fois que les éléments sont random, c'est-à-dire que tu vas avoir une partie où tu vas avoir majoritairement des gros ennemis qui vont te tomber sur le coin de la tronche, mais parfois tu vas pas avoir un seul gros ennemi du jeu. Ouais. Tu vas avoir que des grandes hordes qui t'arrivent dessus, 3-4 hordes en même temps, tu dis mais oui, ils sont où? Parce que tu veux te défoncer tout le monde, tu comprends pas ce qui t'arrive. Et arrivé à la fin, t'as une espèce de rat qui envoie des flammes vertes et qui défonce tout le monde. C'est du feu grégeois, ça. Oui, c'est ça, un petit peu. Bref, si vous êtes fan, alors moi ce jeu-là je le conseille. Premièrement en tant que défouloir. C'est un putain de défouloir. Mettre des coups d'épée dans la gueule à des hommes rats, je vous jure, ça défoule. Vous vous sentez purifié après, vous vous sentez mieux. Donc c'est soit de yoga, soit c'est Warhammer Vermintide 2. Et en plus de ça, c'est des parties qui sont relativement courtes. Enfin, la map en elle-même va faire 30-45 minutes. Okay. Donc ça peut être un bon jeu pour je me fais une petite partie et je vais me coucher. Ou alors je me fais une partie et je me fais une partie et je me fais... Mais ça n'est pas vraiment très très sérieux. 4 heures plus tard. Toujours là. Voilà. Et surtout, encore une fois, si vous aimez jouer en groupe, si vous avez 4 copains et que vous voulez mettre des amis. 30 balles dans un jeu, franchement, ça vaut le coup. Voilà. Warhammer Vermintide 2, c'est un très bon jeu. Je vous le conseille. C'est très jouissif. Du coup. Sur PC uniquement. PC uniquement. Donc Steam, sur Steam, ok. Combien il coûte ? 30 balles. 30 balles. Ah oui, tu viens de le dire. C'est pas grave. Ok. Sinon... On passe de la jouissance et du dégueulasse au gros robot qui tape. On passe de bourrin à bourrin. Passons de bourrin à bourrin. Au niveau thème, on est pas mal, on passe de bourrin à bourrin. Ouais. Pacific Rim Uprising, là, on en avait parlé déjà dans... On en avait parlé, on avait présenté des trailers, parce qu'il y en avait eu un qui était... le trailer japonais montrait plus d'images que les autres trailers, donc voilà. On en avait parlé dans un Geeking il y a quelques semaines. Il est sorti, ça y est, il sortait avant-hier, le 21 mars. Pacific Rim Uprising, donc la suite du film de Guillermo del Toro, qui était sorti quelque chose comme en 2014, je crois. Oui. Peut-être que je dis des bêtises. De quoi ça parle ? Eh ben, ça parle de robots qui tapent des monstres géants. C'est fou, ça. C'est fou. Non, alors, dans le premier Pacific Rim, voilà, il y avait des failles dans l'océan Pacifique d'où sortaient des immenses monstres qui s'appellent les kaiju. Et on avait créé des robots géants pour taper sur les monstres géants. Et à la fin du premier Pacific Rim, ils arrivaient à fermer la faille et la guerre était finie. Et là, on se retrouve 10 ans plus tard. Et là, le scénario, il est resté au vestiaire. Parce que j'ai trouvé que le scénario n'avait aucun sens. Le scénario, il a été enfermé dans la faille à la fin du premier film. Je trouve déjà... T'arrives direct, direct balayette. Ah mais... Là, oui, non, mais alors autant voilà. T'as fait le tacle au film de la Pointe Rouge jusqu'à Castellane. C'est ça. C'est le tacle direct. Quoi. Autant, je viens de parler de Tomb Raider, j'ai dit qu'il était sympa, mais un peu déjà vu. Okay. Autant Pacific Rim, c'est vraiment, on laisse le cerveau à la caisse avec les pop-corn à l'entrée, quoi. Il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir. Si on commence à réfléchir, ça n'a plus aucun sens. Attends. La guerre est finie depuis 10 ans. Attends, je me permets. Ouais. Est-ce que le premier Pacific Rim, il fallait vraiment avoir un cerveau pour le Alors, non, mais le premier Pacific Rim, c'était dans l'esprit hommage à ces animés japonais de kaiju versus robots, les Gundam, les Evangelion, ces trucs-là. Là, ça veut faire une suite là-dessus en enlevant cette substance, en fait. Au niveau de la réal, par exemple, je ne l'ai pas trouvé impressionnant. Il n'y a pas ces plans magnifiques, hyper, genre à l'échelle humaine, où on voit les robots géants, enfin... Ah, d'accord. Tu vois l'idée ? Genre, ça enlève ce côté waouh. Dans le Pacific Rim, c'est un peu comme dans les premiers Transformers, où la caméra était mise au niveau du personnage, de l'humain, pour voir les robots de haut. Il y en a quelques-uns, les plans, mais c'est pas mal dans des hangars, là où les Jaegers sont exposés. En combat, on a beaucoup de caméras assez éloignées, donc on les voit au milieu des immeubles, mais bof. Et il y a un truc qui était génial dans le premier, il y avait de Jaeger qui attrapaient un paquebot géant pour taper sur un kaiju. Le fait d'utiliser d'environnement comme ça, là, ça y est plus, par exemple. Ils ont les épées intégrées, les Jaeger, et puis ils tapent.
Ah non, mais je sais que le premier n'était pas intelligent, mais quand même, il essayait d'apporter des petits trucs un peu créatifs pour qu'on ait cet effet waouh, en fait. Et là, je n'ai pas du tout retrouvé, en fait, l'effet waouh. Et ça encore, c'est qu'au niveau de la réalisation, on va dire, au niveau du scénario. La guerre est finie depuis 10 ans. On continue à entretenir des Jaegers. On commence à former des pilotes, alors que dans le premier, il n'y avait pas vraiment de formation de pilote. On arrivait à trouver un père et son fils qui arrivaient à faire la dérive, comme ils appellent ça, ou des jumeaux, un truc comme ça. Là, par contre, il y a des formations de pilotes alors qu'il n'y a plus de guerre. Quoi? Ça n'a aucun sens. Du coup, ils se doutaient qu'ils allaient revenir, en fait, peut-être, non? Non. Bah, c'est pas dit de manière officielle, en fait. Il y a des persos, genre, par exemple, je vais la montrer. Parce que montre un peu qui Je montre qui joue. Voilà, on a John Boyega dans ce film qui joue, il s'appelle Jake Pentecost. C'est le fils du personnage d'Idris Elba. Ouais. Et on a à côté de lui, en orange, le personnage de Amara, qui est joué par Kylie Spaney et qui, elle, par exemple, est convaincue que les kaijus vont revenir. Mais c'est présenté de manière... C'est une ado de 15 ans qui pense qu'ils vont revenir. C'est pas montré que des autorités sont convaincus que les kaijus vont revenir. Tu vois l'idée? C'est-à-dire qu'on te met un petit indice, mais en même temps, on sait pas trop. Je trouve que ce film n'a aucun sens. Et c'est dommage parce que ça enlève tout le côté du premier. Est-ce que le premier avait un sens? Quand même, attends. Ça n'a aucun sens par rapport au premier, c'est ça que je veux dire. Le premier, c'était quand même des gros... Attention, j'ai bien aimé le premier Pacific Rim. N'allons pas. Quand je dis que ça n'a aucun sens, c'est que ça n'a aucun sens par rapport au premier, dans l'univers qui était présenté. C'est ça que je veux dire. Mais pourquoi? C'est quand même des robots qui tapent des Ils forment des pilotes pour une guerre qui est finie. À partir de là... Peut-être qu'ils le font en... Il y a une société... Attends, je continue dans l'explication du scénario. Il y a une société chinoise qui est menée par ce personnage-là qui est au milieu, dont a rejoint, on voit à gauche de cette image, l'un des scientifiques qu'on avait dans le premier. Donc au niveau de la qui parlait tout le temps et qui était chiant. Exactement. Et eux, leur boulot, c'est quoi? Lui, comme c'est un expert en kaiju, il était là pour aider cette chinoise à créer des Jaegers drones, qui sont là pour lutter contre les kaijus. D'accord. Sauf que je le répète, il n'y a plus de kaiju. Dans leur univers, ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de kaiju. Mais par contre... Non, mais c'est Je te fais un peu d'air. C'est ouf comment ce film n'a pas de sens. Qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est ouf comment ce film n'a pas de sens dans son univers à lui. Évidemment que le premier film, il était bébête. Tu veux dire que même son propre scénario ne le tient pas forcément. Exactement. Évidemment que le premier film, il était bébête. Le premier film, c'est, comme je l'ai dit, c'est le film popcorn qu'on regarde un après-midi. Voilà, posé. Mais c'était assumé, quoi. Alors que là, dans la suite, même pas, dans la suite, ça n'a pas de sens. Ok. Enfin, moi, c'est surtout ça. Par contre... Qui calme, Lucille. Non, mais c'est ce que j'essaye de faire. Tout doux. Doucement. Là, on est vraiment dans l'idée du produire une suite pour produire une suite. Et pas forcément pour faire un film. Et pas pour faire un bon film, quoi. Au niveau du casting, c'est pas ouf. Et en plus, il y avait que ça comme problème. Au niveau du casting, c'est pas ouf. J'aime bien John Boyega. Franchement, j'ai rien contre lui. Mais son personnage est creux. Vraiment, son personnage est creux. Son personnage ne raconte rien. Il n'y a pas cette idée, genre, je sais pas, d'héritage par rapport à son père, qui était un héros, ou un truc comme ça. Il est là, il est là. Il est là pour être là. Il est plus ou moins en rivalité avec... alors lui, celui qu'on a à droite ici, c'est Scott Eastwood. Ils ont été formés ensemble quand ils étaient plus jeunes. Je répète encore, ils forment des pilotes alors qu'il n'y a plus de kaiju. Calme-toi. Ils ont une vraie fausse rivalité, évidemment, pour une nana. Là, quand je disais que les meufs sont des bouts de viande, voilà. Ils ont une vraie fausse rivalité pour une nana qui ne sert à rien. Elle est là pour être un bout de viande. J'ai trouvé ça vraiment nul. J'aime bien parce qu'il a une arme Beyblade. Voilà, alors là, voilà. Alors, un autre reproche, les meilleurs plans du film, comme celui qu'on vient de voir là en gif, les meilleurs plans étaient dans le trailer. Quand je dis que le film n'est pas impressionnant, c'est qu'en plus, les meilleurs plans étaient dans le trailer. Bon, allez, on peut... Et là, franchement, regardez-moi cette composition. On voit même pas les kaijus. Ils sont perdus au milieu des immeubles, on ne les voit pas. Essaye de lui trouver un côté positif. Parce que là, tu fais que le... Les effets spéciaux étaient bien, mais on est en 2018. À part Justice League, quel film n'a pas de bons effets spéciaux? C'est... Bon, c'est la rage totale. C'est même pas le... Tu vois, genre, il y a un petit côté moyen sur Tomb Raider, juste parce que c'est répétitif et déjà vu. Mais là, sur Pacific Rim Uprising, c'est... Mais tu disais que ça sert à rien, mais regardez-moi. Là, on a l'affiche du film. Le truc s'appelle Uprising. Ils te mettent sur l'affiche « Révoltez-vous ». Le film ne parle pas de révolte. Même la promo du film ne va pas. C'est pour dire à quel point rien ne va là-dedans. Ce projet est bancal et forcément...
je spoil, là, je m'en fous. Il y aura une suite. Vu ce qu'ils disent, il y aura une suite. Ils le disent. Il y a John Boyega qui dit vous nous envahissez notre monde, c'est nous qui allons vous envahir. On est exactement sur Independence Day. Ils nous ont fait la même chose avec Independence Day. Ah, j'ai pas eu la chance. T'as pas vu la suite d'Independence Day? Bah, le premier m'avait suffi. Le premier, il est marrant, mais on est sur le même genre de film, genre on se prend pas la tête et tout ça. Mais là, on est exactement sur... je trouve que c'est encore pire qu'Independence Day, parce qu'au moins Independence Day, c'est le même réalisateur qui l'a fait, tu vois. Là, le gars Stephen S. DeKnight... D'accord. Voilà. Bon. Il a apparemment produit la série Spartacus, il a sans doute fait d'autres projets, grand bien lui fasse, mais fallait pas faire ça. D'accord. Ah vraiment, fallait pas faire ça. Bon. Ah puis alors, niveau raccord avec le premier... J'avais s'en sortir. Je pourrais en parler pendant 10 ans tellement c'était nul. T'as posé ta tasse sur les ordinateurs. J'ai posé ma tasse sur l'ordinateur, bon, je m'en fous. Dis-moi. Au niveau raccord avec le premier, on retrouve Mako, la japonaise du premier film. Le personnage joué par Charlie Hunnam. Oui. On sait pas. Il le cite, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort. Mais on sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait rien. Peut-être qu'il est pas cueillir des framboises. L'espèce de plot hole de fou. Il y a un espèce de plan dans ce film avec un Hall of Fame. Laisse-moi finir. Il y a un espèce de plan avec un Hall of Fame, genre les héros de la guerre, où on voit le personnage d'Idris Elba, on ne voit pas le personnage de Charlie Hunnam. Donc il n'est pas mort, mais on sait pas où il est. C'est fou à quel point ils ont même pas fait l'effort de vouloir écrire quelque chose dans ce film. Temps mort. J'en peux plus. Ça fait 10 minutes de bâche, hop. N'allez pas voir. On a l'Institut du bashing qui allez voir Tomb Raider, n'allez pas voir Pacific Rim. Ça suffit. Calme-toi. C'est fini. Oublie. Au secours. Oublie-le de ta mémoire. Au secours. Bon. Le générique de fin était bien, même pas. Ah bon. Taisez-vous le chat. On essaie de finir cette émission. Ah bon, en tout cas Pacific Rim Uprising, un bon petit film sympa, allez le voir. Tout ça pour vous dire que c'était ma dernière. C'est tout pour moi. Geeking, c'est terminé. Du moins, c'est ma dernière émission. Je pense que Cédric fera une petite clôture. Du moins, il me l'a dit sur le Slack. En tout cas, ça fait quelques mois, années, que je suis avec vous. J'étais venu sur ce canapé, mais dans un autre endroit. Vous parlez de MMORPG la première fois. Et j'ai été fier de partager mes passions avec vous. J'ai été fier de voir vos passions et d'échanger les passions que vous aviez, etc. J'ai été fier de vous rencontrer lors de l'IRL. Et tout ça me rend très fier. Personnellement, ça m'a apporté énormément de choses. Et je voulais vous remercier pour toutes ces années, toutes ces émissions, tous ces rires, tous ces fails. Et voilà, c'était juste pour vous faire de gros bisous. Je vous donne rendez-vous le 30 mars, dans 7 jours. Pour un dernier Good Morning Zombies, vous savez, c'est un petit peu mon émission, c'est un petit peu mon bébé. Et je vais faire une petite clôture comme il se doit, non alcoolisée bien entendu, hein, vous savez, vous connaissez mon sérieux. Donc voilà, rendez-vous le 30 à 21h30, beaucoup de 30. Ce sera pour mon dernier stream sur la chaîne Geeking. Comme vous pouvez le voir là dans le petit titre, là il y a Jeff Quadery, twitch.tv, Jeff Quadery, c'est l'endroit où je me trouverai après Geeking, puisque je ne suis pas le projet qui se passe après. Et le projet qui se passe après, c'est le studio Renegade. Ils vous en ont parlé sûrement si vous suivez de très près l'actualité Geeking, mais si vous visitez le site studiorenegade.fr, vous aurez accès à ce qui se passera après que tout ça soit différent. La plupart des émissions restent, pas Geeking, ça changera un petit peu. Je vous laisse aller sur le site, ils raconteront ça de façon beaucoup plus sympathique. Puis même, ils ont des réseaux sociaux, etc. Vous pouvez leur poser des questions. Ils ont un Tipeee, enfin, ils ont plein de choses. Et je pense que la prochaine fois Geeking, non, Cédric, lapsus, c'est Geeking. Cédric sera là dans ce canapé pour vous en parler. Il le fera de façon beaucoup plus, meilleure que moi. Plus détaillé. C'était pas hyper français comme fin, c'est l'émotion. J'ai le cœur qui bat à fond, puis je vois vos messages, ça me trouble. Mes yeux ne se troublent pas par contre. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était ma dernière. Des bisous. Au revoir. Ciao.